On va élever nos pensées vers les bons esprits, vers Dieu, notre Père, qui nous les envoie en permanence pour nous aider, pour nous assister, en nous donnant à chacun le privilège d'avoir un ange gardien, un guide spirituel qui est dédié à nous. Et donc, l'organisation du monde spirituel, elle est parfaite, beaucoup plus efficace et rigoureuse que la nôtre ici sur Terre. Et donc, ces guides spirituels qui n'attendent de nous que de temps en temps que nous fassions un effort, un mouvement pour nous élever nos pensées, pour nous mettre en syntonie avec eux. Et c'est ce pourquoi nous sommes, entre autres, réunis ce matin pour étudier cette belle philosophie et toutes les circonstances qui ont accompagné son apparition, que nous puissions bien comprendre ses enseignements et que nous puissions ajuster volontairement et librement nos actions, nos pensées à ces lois naturelles afin d'avancer sur notre évolution et de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille en direction du bonheur. Et nous demandons aussi que ces lectures et ces enseignements soient profitables pour toutes les personnes, tous les esprits qui peuvent être là avec nous aujourd'hui, esprits amis qui viennent apprendre avec nous, ou des esprits qui sont peut-être moins bien intentionnés, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, une pensée particulière pour les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre. Que là aussi, on leur envoie un peu de lumière et des bonnes énergies pour leur rétablissement. Ainsi soit-il. Amen. Voilà. Donc, vous voyez le programme. Cette fois-ci, les dates sont bien en 2025. Eh ben, on recommence au numéro 1, quoi. Hein, introduction à l'étude du spiritisme, le contexte historique. Alors, ce premier module, il a 7 cours. Hein, vous voyez, c'est le contexte historique. Pourquoi au 19e siècle et pas avant ou pas après, hein. Qu'est-ce que c'est que le spiritisme? Quel est le but du spiritisme? Ensuite, on fera un résumé des points principaux de la philosophie spirit qui seront développés dans les cours d'après. On verra aussi les phénomènes qui ont précédé le spiritisme, hein, plus en détail. Hightsville, entre autres, hein, c'était le phénomène qui a déclenché tout ça, non seulement le mouvement spirit, mais aussi le mouvement spiritualiste, hein. On verra qui était Alain Kardec. On verra quelle est la méthodologie qu'il a été et les critères qu'il a utilisés pour faire son travail. Et on verra rapidement les livres de base. Donc, c'est le programme pour les 7 semaines à venir. Charles, excusez-moi de vous interrompre, mais ce que vous êtes en train de lire, on le voit en tout petit, et nous, nos photos, on les voit en très grand. Il faudrait peut-être inverser. Pour ma part, je n'ai pas le problème, hein. Je pense que ça doit être un paramétrage de votre logiciel. Ah bon, vous pouvez prendre des photos, il doit y avoir, en mettant la souris sur la barre verticale des photos, entre les photos et l'image, vous devez pouvoir réduire un peu D'accord, excusez-moi alors. la largeur des images, et ça va en même temps augmenter le texte. D'accord, merci, excusez-moi. Après, si c'est un téléphone, je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, non, c'est sur ordinateur. Là, vous allez dans affichage et puis vous testez les différents modes, hein. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. Merci beaucoup. Ça, ouais. Merci beaucoup. Voilà. Oups, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut se fermer. Voilà. Donc, on va voir donc le contexte historique des 18e et 19e siècles en Europe. Pourquoi est-ce que le spiritisme il est venu en 1850, en gros, au milieu du 19e siècle, et pas avant ou pas après? Et ça, c'est intéressant parce que ça nous donne une image de comment toutes les choses évoluent, se mettent en place au fur et à mesure, hein, comme s'il y avait un plan qui était prédéterminé, déterminé à l'avance, hein.
On va voir rapidement aussi qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle, hein, parce que c'est quand même le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même déjà plus de 150 ans qui sont passés. Et qu'est-ce qu'on pourrait projeter par rapport à l'avenir, quoi. Alors, c'est le 18e siècle qu'on a appelé le siècle des Lumières, hein. Lumière, pourquoi? Dans les arts, dans la philosophie, dans les sciences, hein, et Newton, dans la technologie, le début de l'industrialisation, hein. Et le 18e siècle a été marqué aussi par la Révolution française, la fin des monarchies, hein. Est-ce que Louis XVI ou son successeur, il aurait vu d'un bon œil l'apparition du spiritisme? Est-ce qu'il aurait laissé Kardec faire son boulot tranquillement, comme c'était le cas au milieu du 19e? Pas forcément, hein, parce que la Révolution française, c'était quand même pour acquérir un certain nombre de libertés. Et entre autres, la liberté de culte, la liberté d'expression qui n'existait pas du temps des régimes royaux en France, hein. Sous Louis XVI, par exemple, et même longtemps avant, pendant plusieurs siècles, la seule religion autorisée en France, c'était la religion catholique. Donc, même les protestants se faisaient pourchasser. Il y a eu des épisodes dramatiques et terribles. Donc, qu'est-ce qui se serait... Parce que pourquoi, en fait, les rois, ils étaient de connivence avec les évêques et avec le pape, hein. Ils avaient une alliance, puisque tous les deux cherchaient, alors je suis un peu dur dans ce que je dis, tous les deux cherchaient à dominer les masses, hein. Donc, ils avaient une alliance de circonstances dans ce sens, hein. Et voilà pourquoi ils s'entendaient. Et voilà pourquoi la révolution, elle a été dure et sanglante, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, hein. Il y a des pays où c'était peut-être un peu moins sanglant que chez nous. On a un peu, en France, on a un peu comment dire, tendance à ir assez rapidement à l'extrême ou à réagir de façon brutale et violente. Mais bon, c'était nécessaire pour en finir avec ces régimes de domination, avec des privilèges, avec toute une partie de la population qui était réduite par l'esclavage, mais enfin bon, à travailler sans protection sociale, sans rien, etc. Vous voyez, on était vraiment dans des systèmes terribles à l'époque. Et donc, il y a eu des idéalisateurs, hein, beaucoup d'intellectuels français au siècle des Lumières, à l'époque même des rois, hein, et ça, c'est des études qu'on trouve. J'avais trouvé une étude très bien faite chez les francs-maçons, où donc ils montrent combien la France a influencé le monde à l'époque. Parce qu'avant la Révolution française, il y a eu comment dire, elle a eu lieu aux États-Unis et puis même en Angleterre, hein. Et les Américains, pour faire leur constitution, hein, avec Washington, je sais pas, c'était Washington, j'en suis pas 100% sûr, mais je sais que c'était en 1780 ou même 1770, hein, c'était un peu avant chez nous, où ils sont arrivés donc à la Constitution, qui est d'ailleurs toujours encore celle qui leur sert de base aujourd'hui, hein. Nous, on en est à la 5e République. Eux, ils en sont toujours à peu près à la première, hein. Et en fait, on se rend compte qu'ils s'étaient énormément inspirés d'intellectuels français à l'époque, hein. Je suis incapable de vous citer les noms, hein, mais il y a des études qui sont très bien faites sur ce sujet, donc montrer combien ce siècle des Lumières et ces intellectuels qui étaient venus ont influencé ces changements de régime partout dans le monde. Et donc le fait qu'il y ait une révolution aux États-Unis, une en Angleterre, forcément, les Français se sont dit, mais pourquoi pas nous, hein, pourquoi nous on doit continuer et beaucoup d'autres pays en fait ont suivi. Et c'est donc cette période-là du 18e et du 19e siècle qui a montré donc, dans plusieurs pays ces changements de régimes autoritaires vers des régimes plus démocratiques, plus libéraux. Voilà. Et donc,
tous les pays, alors bon, évidemment, il y a toujours eu des pays un peu en retard, il y a des dictatures qui sont revenues, qui sont restées longtemps par après. Hein, on peut parler de, je sais pas, encore au XXe siècle, hein, il y avait, je suis ici au Portugal, Salazar, en Espagne, il y avait Franco, en, euh, voilà, et il y en a qui perdurent d'ailleurs encore aujourd'hui, quoi. Hein. Mais bon, si ce n'est pas tous les pays, c'est beaucoup de pays ont réussi justement à faire ce tournant vers plus de démocratie et plus de liberté, vers un traitement un peu plus équitable de toute la population. Alors ça a mis du temps. Hein. En France, entre la Révolution française et la Troisième République, qui a commencé à être à peu près stable, je dis bien à peu près stable, il s'est passé un siècle. Hein. Entre la Révolution de 1789, ensuite vous avez l'Empire qui est revenu avec Napoléon. Hein. Ensuite, vous avez la chute de Napoléon, vous avez eu le régime de la Restauration, avec les descendants, les héritiers, les frères ou les cousins de Louis XVI qui sont revenus au pouvoir, hein, même s'ils n'ont pas réussi à remettre un pouvoir aussi fort que ce qu'il y avait avant 1789, il y a quand même eu un régime royal qui est revenu. Ensuite, vous avez eu révolution. Hein. Euh, je passe tous les détails, hein, donc vous voyez qu'il y a eu des oscillations. Hein. En 1848, il y a eu la Deuxième République, si je me rappelle bien, avec Napoléon III qui était élu président de la République. Et donc, 2 ou 3 ans après, quand il y a eu son mandat arrivé à échéance, il a refait un coup d'État pour se reproclamer empereur. Donc, on a eu le Second Empire entre 1850 et 1870. En gros, hein, c'est plus ou moins quelques années. Et c'est en 1870, avec la défaite, enfin, ils ont profité de la guerre contre les Prussiens pour écarter Napoléon III et pour instaurer la Troisième République. Donc, vous voyez qu'à l'époque de Kardec, c'était quand Kardec il a fait sa codification. Non, quand il est né en 1804, c'était juste avant, hein, parce que Napoléon s'est proclamé empereur en décembre et Kardec il est né en octobre 1804. Donc, il a connu toutes ces périodes, hein, il n'a pas connu la chute du Second Empire, hein, puisqu'il est mort en 1869. Mais ça vous montre combien il y a eu d'instabilité jusqu'à ce que la France arrive à un régime à peu près stable. Donc, la Troisième République, il y a aussi eu des défauts. Au début, c'était dur. Par exemple, Léon Denis, hein, qui lui était jeune à l'époque, qui voulait développer la Ligue de l'enseignement à Tours, hein, il a été bloqué par le Second Empire, par la Troisième République, hein, qui était censée être démocratique. Ils n'ont pas pu développer dans les premières années, les années entre 1870 et 1875 étaient quand même sous la Troisième République, encore un peu dures. Vous avez eu des assassinats de présidents de la République, de ministres, enfin bon, voilà. Hein. Et c'est que, donc, par la suite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et donc, alors la Quatrième République, je ne sais pas, c'était entre les deux guerres, me semble-t-il. Et la Cinquième République, elle date, là aussi, excusez-moi si je n'ai pas pile du poil l'année, c'était vers après la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec De Gaulle. Et aujourd'hui, on se rend compte que la Cinquième République, il y a certains cas, certaines situations, quand il n'y a pas une majorité parlementaire claire, où ça ne fonctionne pas très bien. Hein. Donc, il y a déjà des gens qui réfléchissent à corriger, à voir comment pallier à ces inconvénients pour faire une Sixième République. Donc, ça vous montre un peu aujourd'hui, on est quand même dans des situations relativement stables, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Mais il y a quand même eu un grand mouvement donc, pour pour acquérir plus de liberté. Alors, pourquoi oui, alors attendez, on va voir le deuxième paragraphe là. Ce siècle, hein, donc le 19e, peut à juste titre être appelé le siècle des révolutions,
car aucun autre jusqu'à présent n'a été si fertile en soulèvements, insurrections, guerres civiles, parfois victorieuses, parfois écrasées. Ces révolutions ont pour point commun le fait d'être presque toujours dirigées contre l'ordre établi, dominant, hein, et presque toutes faites en faveur de la liberté, de la démocratie politique ou sociale, de l'indépendance ou l'unité nationale. Euh, on hérite aujourd'hui donc de tous ces mouvements, de toutes ces luttes. Le liberté, égalité, fraternité vient de la Révolution française, 1789, mais les régimes où il y a vraiment eu de la liberté ont mis du temps. Même à l'époque de Kardec, sous le Second Empire, la liberté de presse, la liberté, il y avait la censure, il y avait encore plein de restrictions à la liberté. C'est que, avec le temps, par après, que cette liberté s'est accrue. Et encore aujourd'hui, les lois sont obligées d'y mettre des limites pour éviter que des gens abusent de la liberté d'expression, par exemple, les lois qu'on a du genre incitation à la violence ou à la haine raciale, des choses comme ça, qui sont encore légiférées aujourd'hui. Et ça pose des grandes difficultés pour les réseaux sociaux, où par définition, tout le monde peut dire et écrire n'importe quoi, presque. On l'a vu récemment sur le procès de la mort de Samuel Paty, les gens qui ont fait inciter à la violence, appelé au meurtre, en fait, ont été condamnés. C'est-à-dire que ça illustre bien ce que dit la philosophie spirit. La liberté, on est tous libres, mais on est responsable de ce qu'on fait en accord avec notre liberté. La liberté avance avec la responsabilité. Et on voit que petit à petit, les lois prennent tout cela en compte. Voilà. Alors, c'est donc au 19e siècle, en 1848, qu'il y a eu au milieu, qu'il y a eu ces phénomènes de Higgsville, 1850, les phénomènes des tables tournantes en France, 1855, un dénommé Hippolyte Léon Denis Rivail qui a commencé à s'intéresser au sujet. Vous avez eu des écrits avant lui, vous avez eu Swedenborg, encore au 18e, en Suède. Vous avez eu Caranier, Alphonse Caranier, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Eh ben, il a aussi écrit sur ces phénomènes de somnambulisme, d'esprit, avant Kardec. Je crois que c'est la fin des années 1840, en même temps que Higgsville. 1850, vous verrez Caranier, qui est à peu près un contemporain de Kardec, il avait commencé à écrire un peu avant lui. Et donc Rivail, qui a écrit donc, son livre des esprits en prenant le pseudonyme d'Alain Kardec en 1857. Voilà. Alors, là, vous avez une citation d'un livre qui s'appelle Vers la lumière. Est-ce que vous l'avez lu? C'est un livre qui est très intéressant de Emmanuel. Il existe traduit en français. Et Emmanuel, en fait, il trace l'histoire de l'humanité. Oui, Vincent? Il existe en audio, en livre audio. Ah ben voilà. Sur YouTube. Il a été enregistré. Oui. Donc, c'est un livre dans lequel Emmanuel, l'esprit donc qui est l'esprit guide du médium Chico Xavier, il a tracé l'histoire de l'humanité, mais il est remonté très loin, quoi. Il est remonté à l'Antiquité, voire même à la préhistoire. Et il a montré comment, il y a eu tout le rôle qu'ont joué. Alors, si on remonte par exemple au temps des Grecs, les Grecs ont quand même énormément développé la philosophie, qui sert encore de base à la philosophie d'aujourd'hui. Les Romains, toutes les institutions, les lois, l'organisation, même la langue latine vient des Romains. Et donc, vous voyez, il montre donc dans toutes ces grandes civilisations qui ont existé au cours de l'histoire, mais on remonte à des millénaires, le rôle qu'elles ont joué dans ce qu'on est aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas s'il parle des Celtes dans Vers la lumière, je ne suis pas sûr. Mais ça, c'est Léon Denis qui a complété un peu avec le génie celtique, hein. Même Kardec, hein, qui en a parlé un peu, pour montrer aussi l'influence qu'ont eu les Celtes sur ce qu'on est aujourd'hui, hein. Parce que en France, on est à 80% des Celtes, quoi, hein. On a du sang celte, mélangé avec un peu de sang romain, mais pas beaucoup. Et donc, il va même montrer ce qui s'est passé au Moyen Âge, hein, les différentes phases, la Réforme, hein, qui a aussi eu un rôle fondamental justement pour se défaire un peu de ce joug catholique, papal, toutes ces hiérarchies, hein. Après, tout le siècle des Lumières, il en parle beaucoup, hein, donc jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'interprétation d'Emmanuel, lui, il voit ça évidemment d'un point de vue spirituel, hein. Il voit les humains qui étaient incarnés, qui ont vécu et étaient les acteurs de ces différentes périodes, mais il le voit aussi d'un point de vue de l'organisation du monde spirituel, hein, où il y a toute une organisation. Et entre autres, Emmanuel dit que le gouverneur de la terre, bon, il faut prendre ça un peu peut-être de façon imagée, mais il y a quand même une idée derrière ça. Le gouverneur de la terre, c'est Jésus, hein, ou peut-être une équipe d'esprits qui sont avec Jésus, hein, et qui, eux, ont donc organisé ces différents événements qui se sont produits sur la terre en envoyant chaque fois des missionnaires, des esprits qui se sont incarnés à différentes périodes pour nous faire avancer. Donc, y compris la réincarnation de Jésus il y a 2000 ans, hein, on compte le calendrier depuis cette date-là, donc le christianisme qui a apporté beaucoup de changements, mais aussi le bouddhisme, il parle des religions orientales, etc. C'est un livre qui est assez intéressant à lire parce que ça nous donne vraiment. Là, on parle du 18e et du 19e, mais Emmanuel, il remonte jusqu'à l'Antiquité, jusqu'à la préhistoire, jusqu'à aujourd'hui, hein. L'apparition de la vie sur Terre, etc. Il y a un chapitre tout au début qui parle de ça. D'accord? Et donc, il nous disait, les leçons sacrées du spiritisme allaient être entendues par l'humanité souffrante. Jésus, dans sa profonde magnanimité, distribuerait le pain sacré de l'espoir et de la foi dans tous les cœurs. Donc, c'est les leçons sacrées du spiritisme. Donc, c'est Emmanuel qui parle aussi, et Kardec, il en parlait déjà, hein. Quand vous regardez l'évangile de Jean, hein, il y a une affirmation de Jésus qui dit quand le temps sera venu, je demanderai à mon Père qui vous envoie quelqu'un d'autre. Il appelait le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Hein, Jésus aurait dit ça juste avant de mourir. Et bizarrement, quand Kardec a commencé à réunir les communications ici ou là, à compiler le spiritisme, il y a eu des messages signés l'esprit de vérité. Voyez. Alors du coup, il y a l'interprétation, enfin Kardec s'est dit, mais peut-être que le consolateur et cet esprit de vérité se sont manifestés effectivement au milieu du XVIIIe siècle, du XIXe, pardon, pour donner naissance au spiritisme, hein, puisqu'il y a plusieurs éléments qui indiquent cela, hein. Alors, c'est pas du tout l'interprétation des catholiques qui, eux, pensent que cet esprit de vérité consolateur, il est venu à la Pentecôte, hein, donc quelques semaines après la mort de Jésus, où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres pour leur faire réaliser les missions qu'ils ont réalisées, pour faire de sorte que le christianisme se diffuse de par le monde, ou au moins vers tous les pays qui sont aujourd'hui à tendance chrétienne. D'accord? Donc pour eux, cet esprit consolateur, cet esprit de vérité, c'était l'Esprit Saint à la Pentecôte. Alors que pour les spirites, la Pentecôte, c'est la médiumnité des apôtres qui s'est révélée avec donc toute une équipe de bons esprits
hein, qui étaient venus, les guides spirituels de chacun des apôtres et d'autres esprits qui étaient venus là pour les inspirer. Donc tout ça sous l'organisation de Jésus qui s'était matérialisé dans le local où il y a eu cette réunion entre les apôtres à la Pentecôte, hein, au point que Thomas, il a pu le toucher. Hein. Donc le phénomène de matérialisation. Donc l'interprétation spirite de la Pentecôte, elle est basée sur les phénomènes spirites qu'on a constatés par après, quoi. Hein. Et que cet esprit de vérité, c'est plutôt l'esprit de vérité qui est venu, qui a signé des communications que vous trouvez, par exemple, dans l'Évangile selon le spiritisme. Oui, Joël. Tu dis que Jésus était gouverneur de la Terre, mais pas spécialement de la Terre, de toutes les planètes, et peut-être une participation de l'univers. Le guide principal de la Terre, qui s'occupe de la Terre, c'est Jeanne d'Arc. Alors, pas tout à fait. Moi, enfin, bon, ces choses-là, il faut toujours les prendre. C'est ce que Emmanuel nous dit. Hein. Maintenant, est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce que nous, on peut monter à ces niveaux-là pour voir dans ces hiérarchies qui est responsable de quoi? Je pense que c'est un peu. Moi, en tout cas, je suis trop bas pour ce genre de choses. Mais ce que dit Emmanuel, il dit que Jésus, c'est le gouverneur de la terre et Jeanne d'Arc, elle est plutôt. Comment on dit gouverneur au féminin? Allez, on va mettre gouverneur de la France, tu vois. J'ai compris que Jeanne d'Arc s'occupait plus particulièrement de la France. Je croyais que c'était de la Terre, moi. Maintenant, après, est-ce que Jésus s'occupe aussi d'autres planètes? J'en sais rien. Mais si tu veux, cette interprétation, elle est poussée à l'extrême par certains, notamment au Brésil, qui disent que Jésus était déjà là il y a 5 milliards d'années quand la Terre a été créée, tu vois. Moi, j'ai un peu de mal, quoi. Je dis que Jésus soit un esprit très évolué, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il aurait fait pendant 2 ou 3 milliards d'années quand la Terre, c'était encore pratiquement qu'une boule de feu ou presque, tu vois? Ça fait beaucoup de temps pour pas grand-chose, entre guillemets. Donc, il ne faut pas personnifier les choses à ce point-là. Hein. Moi, je pense que Jésus, il s'occupe peut-être plus spécialement de la Terre aujourd'hui. Et encore, moi, je souhaite de tout cœur que Jésus ils puissent travailler de façon universelle et pas que pour les chrétiens, hein, parce que c'est ça le problème aussi au Brésil, c'est que ils ont un peu tendance à penser que l'ensemble des terriens est chrétien, alors que c'est loin d'être le cas. Hein. Il y a un tiers qui sont chrétiens et les 2 tiers ne sont pas chrétiens. Et même dans le pourcentage d'athées, de gens qui croient à rien, il est très très grand aussi. Hein. Donc, de personnifier en Jésus, ça représente justement l'inconvénient de créer des barrières. Parce que tu parles de Jésus à un musulman, il va te dire oui, Jésus c'était un prophète. Hein, Mahomet a reconnu Jésus comme un prophète, mais c'est toujours le dernier prophète qui a le dernier mot et qu'il faut suivre. Hein, donc pour eux, Jésus c'était quelqu'un qui a ouvert la voie à Mahomet et c'est Mahomet qu'il faut écouter, pas Jésus, tu vois. Donc quand tu lui dis non, c'est pas Mahomet qu'il faut écouter, c'est Jésus, ben, il s'en va, quoi, hein, parce que tu contredis un point fondamental de sa croyance, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que on en parle souvent, j'en parle souvent avec les Brésiliens, parce que eux, c'est Jésus, 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 l'évangile qui va sauver la planète. Non, hein, ce sont les lois morales universelles. Hein, fais aux autres que tu voudrais que les autres fassent pour toi, que tu retrouves dans les sourates, que tu retrouves dans le bouddhisme, que tu retrouves dans l'hindouisme. Donc, ce sont ces leçons de morale universelle qui vont réunir tous les cultes, puisque là, tu contredis personne avec ça. Hein, personne va te contredire en disant, ben non, aimer son prochain comme soi-même, c'est contraire à ma religion. Hein. Je ne connais pas de religion qui rejette un précepte aussi simple que celui-ci. Tu vois? Donc, c'est sur ces enseignements moraux qu'il faut diffuser, qu'il faut s'unir, hein, parce que dès que tu commences à parler, dès que tu personnifies Jésus, tu donnes une coloration trop chrétienne, et c'est un peu ce qu'on peut reprocher d'ailleurs à la philosophie spirite, hein, d'avoir ce côté trop religieux qui a encore été accentué et amplifié au Brésil, qui aujourd'hui pose beaucoup de difficultés à plein de personnes hein, qui ne sont pas chrétiennes. Vincent? Effectivement, je crois que tu as raison. La difficulté qu'on a, c'est de faire des idoles et d'adorer les idoles plutôt que d'aller chercher en soi. C'est d'abord un parcours intérieur.
le spiritisme, ce qui est proposé dans la religion et dans le spiritisme ou dans tous les mouvements spiritualistes, c'est quand même d'aller chercher en soi les ressources, d'aller chercher en soi avant d'aller trouver des solutions miracles à l'extérieur de soi. Exactement, voilà, exactement. Alors, tu vois, moi, que des personnes aient besoin de personnifier, je le comprends et je l'admets, tu vois. Ma mère, elle avait une sainte, hein, une statue d'une sainte, ma belle-mère aussi. Et c'est ça qui les aidait à garder cette foi, tu vois. Donc, on peut le comprendre, tu vois. Mais quand on réfléchit, on voit que l'essentiel n'est pas dans la statue. Jeanne d'Arc aussi, hein, elle avait les voix qui lui parlaient avec les saints, qui étaient ceux qui étaient justement dans l'église à Don Rémy et qu'elle voyait quand elle était jeune, hein. Donc, elle a personnifié ces voix qui étaient de bons esprits dans ces trois figures qu'elle avait l'habitude, tu vois. Alors, ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'elle a fait, tu vois. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas condamner les personnes qui ont encore besoin comment dire, de personnifier, d'avoir une idole, hein, ça peut se comprendre. Mais quand on prend du recul, on voit que souvent, ben, l'idole, ah ben moi, mon idole, c'est celle-là, ah ben moi, la mienne, c'est celle-là. Tu vois, le fait de personnifier, soit en une idole, soit en une religion, hein, quelque part, ça a plutôt tendance à diviser, tu vois. Alors que quand on parle des lois morales qui sont universelles et qu'on retrouve partout, hein, là, au contraire, on est sur un terrain où tout le monde peut s'entendre, où on contredit, où on contrarie personne, hein. Et c'est pour ça que j'insiste énormément, hein, sur ce point. Bon, il y a beaucoup de Brésiliens qui font un travail extraordinaire en France, hein, d'ailleurs, et en Europe, mais et ailleurs dans le monde, mais avec relativement peu de succès, hein. Vous avez des groupes formidables en Suisse qui font un boulot extraordinaire, qui publient des livres, qui font des traductions, qui font plein de choses, mais à part la personne, l'Européen qui a vécu 10 ans au Brésil ou qui est marié avec un Brésilien ou qui est marié avec une Brésilienne et qui a une ouverture culturelle à cela, leur pénétration au sein des locaux, elle est relativement faible. Et c'est essentiellement à cause de ça, le fait de présenter le spiritisme comme une religion. Tu vas au Brésil, qu'est-ce que c'est que le spiritisme? C'est une philosophie, une science et une religion. Ben, et le mot religion, chez nous, il coince, hein. C'est une philosophie et une science avec des conséquences morales, hein. Et encore, faut même la morale, c'est aussi un mot qui sonne un peu négativement. On peut dire même avec des conséquences éthiques, hein. Voilà. Et là, on dit, c'est une pure question de forme, tu vois, mais qui bloque. Et même dans Kardec, c'est vrai qu'il y a une coloration un peu trop chrétienne, hein, puisque c'était la culture du 19e siècle. Ça fait partie de cette histoire. La seule religion autorisée en France, c'était la religion catholique. Les protestants, ils étaient pourchassés, hein. Il n'y en avait pas loin, hein. Kardec était à Bourg-en-Bresse. Bon, ben, en Suisse, le protestantisme avait beaucoup plus avancé qu'en France. Ou même chez nous en Alsace, le mouvement protestant, il est venu en fait quand il y a eu l'influence allemande, hein, après 1870. Et donc, que les médiums de l'époque, Kardec lui-même, les esprits qui étaient des esprits de Lamennais, Saint-Augustin, Saint-Louis, etc., étaient tous imprégnés un petit peu par cette culture, font que ben, ça s'est retrouvé un peu dans les livres de Kardec. Donc ça, c'est une des difficultés qu'on a avec les livres de Kardec, c'est que même si, dans le fond, ils sont bien, ils sont clairs, c'est uniquement une question de forme, mais ça suffit pour bloquer des gens, hein, que beaucoup de gens ne les lisent pas. Et notamment l'évangile selon le spiritisme. Alors, voilà, l'évangile, bon, ben, ça y est, hein, c'est une religion, ça ne m'intéresse pas. Ben, il suffirait qu'ils lisent le premier paragraphe de l'introduction pour comprendre, hein, que de l'évangile, Kardec, c'est dans le premier paragraphe qui dit
je n'ai pris que les lois morales. C'est là où justement tout le monde peut s'entendre. Tout le reste de l'évangile, je le laisse de côté parce que c'est sujet à controverse. Donc ça ne m'intéresse pas. Hein. Et donc le but du livre, c'est justement ces lois morales. Alors ce qu'il faudrait, c'est le compléter aujourd'hui avec là où vous avez les citations des évangiles, mettre aussi le bouddhisme, mettre les Corans, trouver des citations dans les autres religions qui montrent justement leur universalité. Pas ça? Juste encore une petite remarque. Là, on trace à grands traits l'histoire du monde, et l'histoire, pas seulement le 19e siècle d'ailleurs, mais on oublie souvent, c'est-à-dire qu'on a fait des idoles de l'histoire, c'est-à-dire les dirigeants, les gens qui avaient du pouvoir, mais on oublie souvent la petite histoire. Par exemple, le 19e siècle est traversé par des changements énormes durant toute sa vie. au niveau de, par exemple, du droit de travail des enfants, du droit du travail des femmes. Ce que je reproche à ce qu'on fait souvent en histoire, c'est qu'on oublie qu'il y a eu des gens qui vivaient très peu de temps parce qu'ils étaient tellement usés par le travail physique qu'ils vivaient 40 ans. Et ça existe encore maintenant. Il y a des pays, par exemple, comme le Cambodge, où les femmes travaillent dans des usines extrêmement difficiles, oui, des conditions de travail très difficiles, disons, et elles vivent peu de temps parce qu'elles sont usées au travail et épuisées. Et il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui travaillent encore à l'heure actuelle. Et on oublie souvent, quand on parle d'histoire et de la grande histoire, les gens de peu, les gens qui ont fait vraiment le pays, qui ont fait vraiment changer les choses, c'est-à-dire les gens lambda. Et c'est une invitation, le spiritisme, la religion, c'est une invitation à qu'il y ait une plus grande conscience de ce que nous sommes, c'est-à-dire passer de la petite histoire, passer de la grande histoire à la petite histoire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand on parle de la grande histoire, on parle des dominants, on parle des gens qui ont dominé, mais c'est pas ce qui s'est passé dans le pays. On oublie souvent ça, c'est que c'est souvent la petite histoire qui fait véritablement la vie du pays. Et c'est passé d'une idée de pouvoir avoir un impact sur la vie à l'extérieur de soi, c'est-à-dire ne plus fonctionner dans un mode de défense ou de fuite, de se battre ou de fuir, mais passer dans un mode qui est plus réfléchi sur les fondements profonds de ce que nous sommes. Et c'est ça, c'est l'invitation du spiritisme et des religions. Tout à fait. Tout à fait. Et la Révolution française, hein, par définition, elle est venue du peuple. Hein. Il y a eu des idéalisateurs, il y a eu des leaders, mais elle est venue du peuple. Et la plupart des religions, c'est ça. Alors aujourd'hui, heureusement, on voit que les choses, même s'il y a encore des pays comme celui que tu cites, hein, le Cambodge, moi je vois, bon, par exemple, chez nous, il y a des services spéciaux, des responsables. En anglais, on appelle ça EHS, Environment, Health and Safety. Comment est-ce qu'on peut dire ça en français? C'est sécurité, hein, santé et l'environnement. Hein, donc, rien qui pollue. La santé, ben voilà, pas de produits toxiques, les masques, les protections, les oreilles et tout. Et la sécurité, donc, pour éviter que les gens tombent, les harnais, les cordes, les grues, les normes, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est sacro-saint de plus en plus aujourd'hui dans les grandes entreprises. Alors, je vois les petites entreprises, hein, notamment dans le génie civil, il y a encore des progrès à faire. Mais dans une grande entreprise, vous verrez personne sur un échafaudage sans être attaché. Vous verrez pas d'échafaudage qui n'ait pas été fait avec des matériaux certifiés, vérifiés par des spécialistes avant que qui que ce soit monte. Vous verrez des endroits de protection partout, il y a des choses qui peuvent tomber de haut. Et dès qu'il y a quelqu'un qui déroge à ça, il a le pouvoir d'aller voir le chef de chantier pour faire tout arrêter tout de suite. Hein. On voit que la préoccupation, elle a énormément changé. Et en fait, c'est ce qu'il faut encourager parce que
j'ai vu au début, ça commençait, on disait, qu'est-ce qu'on vient de nous embêter avec ça? Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une règle sacro-sainte et ça a tendance, effectivement, à se généraliser. Par Et exemple, tu as raison, hein, à l'époque, l'espérance de vie d'un mineur dans le Nord, hein, elle était courte. Hein, et il y avait pas, hein, ils n'avaient pas toutes les protections et tout qu'on a aujourd'hui. Oui, il Vincent? faut savoir que quand par exemple, on peut rappeler aux gens qui sont là ce matin, quand on fait travailler une entreprise, et si une personne tombe de notre toit, de notre maison, nous sommes responsables civilement. C'est-à-dire que Oui. on est au-delà, c'est le donneur d'ordre qui est responsable de la sécurité des gens qui vont travailler sur son toit. C'est-à-dire, Mhm. en gros, on ira en prison si une personne tombe de notre toit et se tue, par exemple. Faut pas faire travailler n'importe qui, n'importe comment, quoi. Après, Exactement, bon, on doit vérifier que l'entreprise utilise bien les règles de sécurité et les normes de alors, sécurité. je dirais ça, c'est un peu difficile parce que, voilà, si tu fais refaire la peinture de ta maison, tu n'es pas forcément spécialiste en échafaudage et tu n'as pas les moyens de vérifier, quoi. Mais après, bon, c'est toi qui choisis entre prendre un marboulin qui travaille n'importe comment et une entreprise qui travaille avec des règles, tu vois. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu dans tout ça, quoi. Hein. Juste encore une petite remarque en matière de lumière, parce qu'on parlait du livre Vers la lumière. Ouais. Il existe le livre Vers la lumière, mais il y a aussi Missionnaire de la lumière, et il y a aussi le troisième livre qui s'appelle De la matière à la lumière. Donc, on parle beaucoup de lumière. Dans Ouais, le troisième, je le connais pas, mais de la matière à la lumière, ben, il existe pourtant. Voilà, c'est un petit livre. Hein, d'accord. Ça me dit rien, mais j'ai peut-être problème de mémoire. Et Chico Xavier aussi? Non, non, c'est pas du spiritisme, hein, de la matière à Ah, la lumière. d'accord. C'est pas Enfin du bon, si pour en revenir au spiritisme, clairement, bon, c'est ce que Kardec a écrit. Si le spiritisme était venu un siècle avant, il serait venu sous le règne de Louis XVI ou Louis XV ou peut-être Louis XIV. Hein. Est-ce que Kardec aurait pu faire le boulot qu'il a fait? Non, il aurait tout de suite été muselé, emprisonné, condamné, censuré. Ses livres n'auraient pas pu être publiés, etc. Hein, il aurait été pourchassé vigoureusement par les religieux, quoi. Hein. Charles, on parle d'un mouvement qui est quand même amené par du texte. Là, au 19e siècle, tout le monde ne sait pas lire. Ouais, mhm, c'est vrai. Donc, le monde a complètement changé. C'est-à-dire que c'est des mouvements, des idées qui sont amenées par du texte. Les gens ne savent pas lire. La diffusion aussi commence à pouvoir se créer. C'est-à-dire qu'on a des systèmes de poste qu'on n'avait pas auparavant. Il y a quand même, le 19e siècle, c'était une explosion de tous les possibles. C'est-à-dire que les gens commencent alors, à la fin du 19e siècle, hein, évidemment, les gens commencent à savoir lire et écrire, parce que c'est pas par philanthropie, il faut quand même le dire, c'est que c'est les entreprises qui ont besoin de gens éduqués, parce qu'il faut savoir Ouais. compter dans une entreprise. C'est des entreprises qui ont besoin de systèmes techniques, donc les gens doivent savoir lire un manuel, et c'est les entreprises au départ qui forment leur personnel pour pouvoir avoir du personnel formé. Donc c'est tout un mouvement, et puis il y a des interdictions de travail des enfants, mais jusqu'à la fin du 19e siècle, les enfants de 6 ans travaillent encore dans dans les Mhm. entreprises. Ils ne font pas des travaux physiques, mais ils vont porter du courrier. Moi, j'ai des arrière-grand-mères qui étaient avec leurs nounours, leurs poupées, quoi, dans les entreprises pour apporter le courrier. Il faut Mais tu vois, savoir. même pour le courrier, il faut savoir lire. Il faut savoir au moins lire le destinataire, quoi. Ben, en général, aux enfants, on leur disait, tu vas voir telle personne. On lui Ouais, disait pas voilà, quand qu'elle c'est ne savait pas lire. de point à point, ça va, quoi. Voilà. Ouais. Mais bon, Mais c'est et on vrai, leur c'est donnait vrai. la pièce, c'était de la survie. C'était vraiment les gens de peu, les gens très très pauvres
Voilà. Et, et donc la lecture, il y a Gutenberg aussi qui était venu quelques siècles avant, hein, pour l'imprimerie, pour pouvoir imprimer les livres et tout. Il fallait que tout ça se fasse et se prépare pour... et même, alors, il y a un épisode qui est intéressant, c'est celui du Premier Empire avec Napoléon, hein. Napoléon, il a fait un travail, alors il a dérapé, hein, parce qu'il voulait conquérir le monde, hein, mais au début, il a fait le Code Napoléon. Le Code Napoléon, il est toujours encore à la base de notre Code civil aujourd'hui. Pourquoi il l'a fait, à ton avis? Ben, c'était pour mettre des bases sur les lois de droit de propriété, etc., quoi, hein. Pas du tout, Charles. Chaque région avait ses lois et ses façons de faire. Ouais, pour unifier. Et c'est lui qui a fait Il a les unifié. départements, les préfets, toute cette organisation qu'on a en France, on la doit à Napoléon. Et alors, on lui donne un autre truc qui est très important et qui passe souvent inaperçu. Avant Napoléon, prenez un texte du XVIIIe siècle et lisez-le. Hein, vous avez les mots qui ne s'écrivent pas du tout comme ça se prononce. Vous avez des S qui ressemblent à des F. Eh bien, qui c'est qui a fait le ménage dans tout ça? C'est Napoléon. Hein, les premiers dictionnaires de l'Académie française, etc. Et qui font que le dictionnaire qui était en vigueur à l'époque où Kardec a écrit ses livres, c'est celui de 1835. Hein. Donc, chaque fois qu'il y a un doute, quelqu'un me dit, oui, mais ce mot-là, il veut dire quoi? Je leur dis toujours, revenez au dictionnaire de l'Académie française de 1835. D'ailleurs, quand tu regardes les définitions aujourd'hui dans tous les dictionnaires, elles sont souvent basées sur celle-ci, hein. Alors évidemment, il y a des mots qui ont changé un peu entre-temps, mais qu'est-ce que Kardec voulait dire à l'époque? C'est très clair. Et donc, la langue française, elle a très peu changé depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que les livres de Kardec, il n'y a pratiquement rien besoin de corriger, hein. Alors que prenez un livre écrit en allemand du 19e siècle ou en hollandais, hein, ben, ils sont incapables de le lire aujourd'hui parce que la langue, elle a complètement changé. Même le gothique, hein, les lettres, enfin, et ça, c'est grâce à Napoléon qu'on a ça. Donc, c'est une certaine stabilité de la langue qui permet, même 150 ans plus tard, de comprendre de façon sans ambiguïté ce qu'il voulait dire. Je vais être encore un terrible matérialiste, mais les conditions de vie font quand même que les corps sont contraints. Et par exemple, les départements sont à la taille d'une journée de cheval. Oui. C'est-à-dire qu'en une journée de cheval, vous pouvez traverser un département. C'était le critère que Napoléon avait utilisé à l'époque. Bon, alors après, il était utilisé plus ou moins, quoi, parce que dans certains départements où il faut plus d'une journée de cheval pour aller d'un bout à l'autre, hein. Mais dès qu'on a eu le train, on a eu des problèmes, parce que tant qu'on avait des chevaux pour se déplacer, l'heure ne changeait pas vraiment, l'heure n'avait pas vraiment d'importance. Mais quand on a eu des trains qui faisaient, par exemple, Strasbourg-Paris, il y avait des problèmes où Strasbourg jusqu'à Brest, il y avait 1 heure de décalage. Donc, il y a eu besoin d'unifier le temps. Il y a toute une histoire autour de l'espace et du temps, parce que notre espace et notre temps n'est pas celui du 19e siècle. 19e, quand il fait nuit, on lit peu à la bougie, hein, parce que ça coûte cher. On lave pas comme on lave maintenant. Tout est différent. Il y avait encore le choléra, hein. Tout à fait. Des enfants, alors je crois que il y a plus de 50% des enfants qui naissaient, je crois que c'est même plus, ne dépassaient pas l'âge de 5 ans. Kardec, il a eu 3 frères et sœurs qui sont morts. C'est le seul qui a survécu de ses frères et sœurs, hein. Ils sont morts en jeunes. Et c'est vrai que là, tout ça, sauf en fait, ce sont des changements qui ont eu lieu. Le fait que les gens, effectivement, apprennent à lire. Mais malgré ça, hein, quand Kardec il est allé à Lyon, visiter les groupes spirites en 1860, il est allé dans des groupes d'ouvriers, des gens très pauvres qui travaillaient la soie et qui ne savaient pas lire. Et ils étaient spirites quand même, ils se réunissaient, il y en avait 1 ou 2 qui savaient lire et qui lisaient pour les autres. Ils avaient les livres, ils avaient tout, et puis ils étaient médiums, etc. Donc, tu vois, il n'y a pas eu de... Le spiritisme, vraiment, il est venu à un moment donné où il a pu s'ouvrir à tout le monde, hein. Il n'y a pas eu d'initiés et d'autres qui sont laissés de côté pour plus tard. Non, il a été tout de suite accessible à tout le monde.
hein, et c'est une des grandes caractéristiques aussi de ce travail que Kardec a réalisé. Et à l'heure actuelle, il y a quand même une grande soif de spiritualité. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté quant à leur travail, quant à leur vie affective aussi. Il y a beaucoup de divorces et de choses comme ça. Et les gens ont besoin, il y a un besoin, en tout cas, je ressens un besoin qui traverse toute la population de spiritualité, de sens à ce qu'on vit et à ce qu'on est, et une volonté de croissance intérieure. C'est pour ça que tout ce qui est développement personnel est très fort. Et je ne sais pas si on en fait partie, mais peut-être que le spiritisme, c'est aussi une façon de développement personnel, mais pas américain. Alors, je vais faire quelques je vais lancer quelques idées sur quelle pourrait être la suite de Vers la lumière. Il parle un peu du futur, hein, mais quand on regarde, donc on a eu, boum, hein, cette révélation euh, de réfléchir de façon rationnelle au monde spirituel, hein, qui, par la médiumnité, par toute cette phénoménologie, par la codification spirit, hein, entre autres, qui a commencé avec Higgsville, on rappelle, hein, de dire, attention, on n'est pas juste un corps du berceau à la tombe, on est plus que ça. Hein. C'est le grand changement qui est apporté. Alors avant, on y croyait, ben oui, parce qu'il y a le paradis, il y a le purgatoire, il y a l'enfer, mais de façon dogmatique. Alors que là, c'est une approche rationnelle qui a été faite en disant, ben regardez tel phénomène, regardez telle personne qui dit, le médium qui reçoit telle communication, l'esprit qui même fait bouger des objets matériels, etc. Donc, avec une approche rationnelle et non plus imposée, dogmatique, hétéronome, l'autonomie par rapport à l'hétéronomie. Là aussi, il y a eu des précurseurs, mais on le verra un peu plus loin, hein, dans un des cours suivants, celui où on parle des précurseurs, là. Tagadak, tagadak, tagadak. Où est-ce qu'ils sont les précurseurs? Ils ne sont plus là. Oui, entre autres Swedenborg, hein, qui avait une médiumnité, qui a écrit pas mal de livres. Vous avez encore aujourd'hui des Swedenborgiens, des gens qui suivent cette philosophie de Swedenborg. Et vous avez eu aussi en France quelqu'un qui est relativement peu connu. Est-ce que, bon, je vous en ai parlé l'année dernière et l'année d'avant certainement, est-ce que vous connaissez Maine de Biran? Moi, je ne le connais pas, mais tu nous en parles souvent. Moi, souvent. Je parle souvent. Ben, Maine de Biran, c'était un philosophe français qui était né à Bergerac, je crois, quelque part en Charente, hein, et donc qui a développé une philosophie qui s'appelle le spiritualisme rationnel ou le spiritualisme français. Donc c'était tout à la fin du 18e, hein, et tout au début du 19e siècle. D'accord? Donc c'était 50 ans avant, au moment où Kardec est né, en gros. Hein. Et lui, uniquement par l'introspection, il s'était rendu compte et il était arrivé à la conclusion que il y a plusieurs choses dans l'être humain qui ne peuvent pas s'expliquer par la matière et donc qui a forcément besoin d'avoir quelque chose d'autre qu'il avait appelé l'âme ou l'esprit. Donc, vous voyez, des philosophes qui réfléchissent rationnellement sur la question du spiritualisme. Et donc, pendant toute, il a énormément influencé non seulement la France, mais aussi le Portugal, par exemple. Hein. Il a eu les livres qu'on trouve sur Maine de Biran, ils ont été écrits par des auteurs portugais, hein, de la fin du 19e, début du 20e siècle. Hein. Parce que ce spiritualisme rationnel, il a eu un écho au-delà des frontières de la France. Hein. Et au début, dans la première moitié du 19e siècle, la philosophie était spiritualiste, hein, ou dualiste, comme on dirait aujourd'hui, hein, qui admet qu'il y a le corps et puis il y a quelque chose d'autre qui est l'esprit. Hein. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. La psychologie, par exemple, était aussi spiritualiste. Psycho-âme, logie, étude. Psychologie, hein, quand Kardec écrit en haut de la revue Spirit, euh, revue Spirit, comment c'est déjà? D'études psychologiques. Hein.
C'était pour étudier l'âme. Hein. C'était la psychologie à l'époque. Et c'est que à la fin du 19e et au début du 20e siècle que la psychologie est devenue matérialiste, hein, notamment avec Freud, qui assimile tout ce qui venait de l'esprit à des complexes au niveau de l'enfance, l'inconscient, le subconscient, etc. Non, en gros, il a rematérialisé la chose. Et jusqu'à aujourd'hui, la psychologie part d'un paradigme essentiellement matérialiste, sauf dans une certaine mesure les psychologues qui suivent Jung, hein, parce que Jung était quand même beaucoup plus ouvert que Freud à la notion de quelque chose d'extérieur au cerveau, d'extérieur au corps physique. Hein. Et donc, tout ça pour dire que il y a eu parmi cette préparation, hein, toutes les personnes qui ont lu Kardec étaient influencées par la philosophie de Mendebiran. La philosophie qu'ils étudiaient au lycée, hein, était spiritualiste. Hein, et en plus, ils étaient influencés par une troisième chose qui a aussi contribué à l'arrivée du spiritisme, c'est le magnétisme, le mesmérisme. Hein, puisque le magnétisme, là aussi, il y a eu deux écoles. Il y a eu les fluidistes, ceux qui disaient tout ce que les magnétiseurs font vient d'un fluide qui vient du corps physique. Donc, eux, ils étaient aussi matérialistes. Et il y avait les magnétiseurs qui étaient spiritualistes. Ceux qui avaient étudié des somnambules, par exemple, hein, et des somnambules qui leur disaient, bah, tiens, à côté de vous, je vois une personne qui a telle caractéristique, etc. Donc, ils ont tout de suite vu que certains somnambules, ils arrivaient à percevoir des défunts, ils arrivaient même à recevoir des communications. Hein, les médiums somnambules arrivaient à recevoir des communications de défunts. Donc, ceux-là, ils étaient plutôt spiritualistes. Et donc, quand Kardec il a commencé, il a publié la revue Spirit, hein, et il a publié ses livres, la plupart des personnes qui étaient déjà donc, dans cette philosophie spiritualiste et voire dans des magnétiseurs spiritualistes, ben, ont assez rapidement adhéré au spiritisme. Hein. Tous les premiers spirites venaient de là. C'est des personnes qui étaient ouvertes à cela. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on étudie à l'école? On n'étudie plus de choses spiritualistes, donc c'est beaucoup plus difficile. Hein. On nous met depuis tout petit des œillères matérialistes. Hein. Et donc, il y a le premier grand saut qu'il faut faire quand on veut, que pour les personnes qui viennent au spiritisme, c'est justement d'admettre qu'il y a autre chose que la matière, d'admettre qu'on a une âme. Et c'est ça que Kardec, il explique dans un des premiers chapitres du livre des médiums, quand il dit de la méthode. Il dit parler de. Attends, je vais juste terminer. Parler de médiumnité ou de réincarnation à quelqu'un qui ne croit pas à une âme, tu commences par là où il faudrait finir. Convainc-le déjà qu'il a une âme, et ensuite, d'où elle vient, où elle va, est-ce qu'elle peut se communiquer ou pas. Hein, il faut commencer par le commencement. Oui, Vincent. Il ne faut pas regarder que la France. Par exemple, en Belgique, il y a encore des cours de morale. Oui, bah, c'est cette fameuse, on en revient à cette fameuse morale universelle dont on parlait tout à l'heure. Il y a des régions d'Allemagne où on fait encore des cours de morale. Oui, en Alsace, il y avait ça. Il n'y a pas que la France. Oui. Et je dirais même, quand il y a eu les attentats, là, il y a une dizaine d'années, Charlie Hebdo, d'ailleurs, c'était il y a 10 ans, hein. J'ai vu des commémorations qui commencent là. Eh bien, même les plus grands défenseurs de la laïcité, hein, ils sont d'accord sur le fait que il faut qu'il y ait une instruction morale, une instruction civique, laïque. Et c'est là où le spiritisme il a un rôle énorme à jouer en disant, ben regardez, nous, ce qu'on professe, c'est une morale universelle. Et ce que cherche la laïcité, c'est justement ça. Pas quelque chose parce que c'est écrit dans le Coran ou parce que c'est écrit dans la Bible. Non, il cherche une morale qui est universelle. Et c'est exactement ce que le spiritisme il a. C'est pour ça que le fait de se présenter le spiritisme comme une religion, c'est doublement contre-productif, parce qu'on se met même les autorités à dos. Tu vas à la mairie de ta ville, tu dis je voudrais une salle, ils disent mais vous êtes qui? Ah ben je suis spirit. Ah, ben, le spiritisme c'est quoi? Ben, c'est une philosophie, une science, une religion. Religion, ah donc je ne peux pas vous prêter la salle parce que on ne peut pas favoriser une religion par rapport aux autres. Donc
on ne peut pas vous prêter la salle. Hein, il y a la laïcité, les principes de laïcité. Donc, tu vois, c'est une erreur de présenter le spiritisme comme une religion. Hein. Le spiritisme, il y a même les spirites qui s'opposent à ce courant, à cette religiosification du spiritisme, prêchent un spiritisme laïque. Et laïque ne voulant pas dire anti-religieux, mais voulant dire ouvert universellement à tous. Hein. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es de la religion A, B ou C pour venir au spiritisme. Tu peux y venir, quelle que soit ta religion. Hein. Et c'est ça, c'est là où on retrouve le vrai caractère du spiritisme. Et ça, ben, il fallait évidemment que la France sorte de ce joug de religion catholique imposée pour pouvoir entrer dans cette nouvelle phase. Alors, bon, je regarde un peu, vous voyez, la Révolution américaine, j'étais pas loin, 1776, hein, je vous avais dit vers 1770, 1780. Et là, vous verrez 1789, donc la France, Louis XVI, 1792, il a été guillotiné, le pauvre. Bon, ben, les déclarations des droits de l'homme, déclarations et du citoyen, hein, tout ça, ce sont des choses qui sont venues à cette époque. Hein. Bonaparte, hein, alors là, vous voyez, il y a la Restauration, c'était donc restauration de la monarchie hein, entre 1814 et 1830. Ensuite, il y a eu la monarchie de juillet 1830-1848. C'était une espèce de monarchie, mais quand même démocratique. Il y avait un roi, mais il y avait quand même un parlement. Hein. C'est une situation qu'on retrouve encore aujourd'hui. En Angleterre, vous avez un roi, en Belgique, en Suède, en Hollande. Hein. Ensuite, le Second Empire, alors la Deuxième République, elle n'a pas duré longtemps, vous voyez, 1848 à 1852. Ah, je vous avais dit 1850, hein, le coup d'État de Napoléon III, c'était 1852, on corrige, hein, je suis désolé. Le Second Empire jusqu'en 1870 et la Troisième République, donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La Révolution industrielle. J'ai vu aussi qu'à la télé, ils ont fêté le bicentenaire de la première voie ferrée en Angleterre quelque part, hein, qui a été faite par non pas Stevenson, l'ingénieur anglais qui a développé la première locomotive à vapeur. Hein. Donc c'est aussi, donc 1825, vous voyez, ça fait 200 ans. Alors, révolution industrielle, oui, mais exploitation du travail, mauvaises conditions, ça on l'a vu aussi, hein, c'est marqué là. La philosophie, hein, donc Schopenhauer, il y avait des philosophes négatifs hein, qui étaient matérialistes. Hein. Auguste Comte aussi, hein, j'en ai pas parlé de lui, qui a développé ben, le principe cartésien hein, de la science, mais qui est lui aussi devenu athée et matérialiste. Hein. Ben, Dieu, c'est la terre, quoi, c'est la nature. Alors que la nature, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas Dieu, vous voyez. Et là, vous avez plein de philosophes. Donc après, il y a eu les anarchiques, il y a eu les premiers, comment dire, qui prêchaient Karl Marx, vous voyez, Engels, le communisme. Mendebiran, vous voyez, on en parle un petit peu. Hein, il est très peu connu en France. Hein. Pourquoi? Alors, on a un ami spirit hein, qui a fait un doctorat en philosophie. Et quand je lui demande, oui, mais Mendebiran, est-ce qu'ils en parlent? Ah, tout ce qui sent un peu le spiritualisme, ils évitent. Hein. Bon, ils connaissent, mais il y a très peu de travail, très peu de thèses qui sont. Il est un peu ignoré par la philosophie aujourd'hui, quoi. Au contraire, d'ailleurs, de ce qui se passe au Brésil ou au Portugal, où il y a encore aujourd'hui des gens qui l'admirent. Et donc, Henri Bergson, donc il lui est connu, hein, puisqu'il est venu, il a vécu jusqu'au début du XXe siècle. C'était un philosophe humaniste, hein, donc qui avait aussi cette ouverture spiritualiste. Voilà. Après, ben, il y a l'influence du catholicisme, l'avancement de la science, voilà. Et Kardec qui est venu au milieu de tout ça, apporter une autre révolution
qui n'a, il faut le reconnaître, pas encore porté ses fruits et son effet, hein, puisque encore aujourd'hui, ben, vous voyez, nous, Spirit, au niveau mondial, c'est 0,4% de la population. Au Brésil, ils arrivent à, je crois, 3 ou 4%, hein, ceux qui sont vraiment Spirit, et une dizaine de pourcents ou un peu plus si c'est les sympathisants. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, notamment en France, hein. On est peut-être plutôt, enfin, on est peut-être, voilà, on ne représente même pas 1% de la population. Donc, on peut se dire, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Le spiritisme est faux ou ben, non, enfin, quand on étudie le spiritisme, quand on regarde, moi, ça fait 40 ans, 30 ans maintenant que j'étudie le spiritisme et je cherche toujours encore des incohérences, je n'en trouve pas. Hein, 40 ans, ouais, c'est ça, on ne rajeunit pas. Je ne trouve pas d'incohérence, ça me paraît éminemment logique et rationnel, quoi. Donc, je ne vois pas pourquoi le spiritisme, il pourrait être faux. Qu'il y ait beaucoup de gens qui le refusent, ou que ça gêne, ou que ça dérange, je peux le comprendre, quoi, sans pour autant être complotiste. Mais on se dit, pourquoi ça évolue si lentement? Alors, je vous disais tout à l'heure, si on essaye d'anticiper un peu la suite vers la lumière, ben, on sait que la Terre va vers un monde de régénération. Hein, on évolue, c'est Kardec, il en parle dans le dernier chapitre de la Genèse. Mais on se dit, mais quand est-ce qu'il va venir ce monde de régénération? Ben, il faut changer de ce qu'on appelle de paradigme, il faut changer de modèle, quoi. Il faut que la science, la philosophie et la plupart des humains sortent du matérialisme pour adhérer un peu plus au spiritualisme, à ces questions de l'esprit. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, hein. Et comment est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, aujourd'hui, on commence à y voir un peu plus clair, hein, parce qu'on se rend compte que avec l'augmentation de la population, avec la consommation effrénée, on commence à se rendre compte des limites de notre planète. C'est-à-dire les ressources matérielles de notre planète, par exemple les combustibles fossiles, ne sont pas infinies, hein. Les ressources ne sont pas infinies. On découvre toujours encore des puits ici ou là, hein. Il y en a. Où est-ce que j'ai. Ben, au Suriname, par exemple, ils ont découvert d'énormes puits de pétrole. Il y en a d'autres que j'ai vus récemment, mais je ne me rappelle plus où c'est. Enfin, on en découvre toujours, mais il n'empêche que les gros qu'on a trouvés au début qui se vident sont partiellement uniquement compensés par ces nouveaux qu'on trouve et qui sont forcément plus petits, hein. Et donc, le matérialisme, en fait, on voit très bien qu'il va s'arrêter parce que les ressources matérielles de notre planète sont limitées. Alors, beaucoup de gens disent oui, le renouvelable solaire, l'éolien, certes, mais il va falloir vivre avec des cyclones comme on a eu à Mayotte récemment, il va falloir vivre avec des sécheresses, il va falloir vivre avec des feux de forêt. Matériellement, la situation va devenir quand même de plus en plus difficile malgré le progrès de la technologie. Et ça, à mon sens, hein, c'est ça qui va être l'événement, ce qui va déclencher le fait que ben, s'il n'y a plus de matière, où est-ce qu'on va trouver notre bonheur? Ah ben, on va trouver notre bonheur dans l'esprit, tu vois. On a une réponse déjà à ça. Vincent? Je crois qu'on vient d'une société de domination, c'est-à-dire que on voulait dominer la nature pour la soumettre. On était aussi dans une société patriarcale où était une société de domination de la femme et des enfants. Ça, c'est une évidence. Et on est en train de passer de ces figures de domination à un autre modèle qui est le partage. Parce que si on n'arrive pas à partager notre espace de vie avec notre femme, par exemple, ça sera la guerre tout le temps. Si on n'arrive pas à partager notre espace naturel avec d'autres personnes, ça sera aussi la guerre tout le temps. Donc, on a tout intérêt à changer de paradigme et vite fait. Si les ressources matérielles se réduisent, on a tout intérêt à partager le peu qu'on a. Ce sera une conséquence. On n'arrivera pas à vivre autrement. Moi, je connais des gens, Charles, qui ne se chauffent pas, qui ont 15, 16 degrés à la maison parce qu'ils n'ont plus les moyens de se chauffer.
Ça, C'est vrai. c'est concret, quoi. Pour revenir à des choses un peu terre à terre, c'est peut-être un peu matériel, mais le froid, ça a des conséquences sur l'état d'esprit de la personne qui le vit, hein. Et si tu reviens une petite centaine d'années en arrière, ma grand-mère se chauffait. Il n'y avait pas de chauffage central, hein, il n'y avait pas de gaz. Elle avait déjà l'électricité, ça oui, elle avait l'électricité. Mais il n'y avait pas de radiateur électrique, hein. Elle avait son fourneau dans la cuisine qu'elle chauffait, qu'elle allumait au bois. Donc, il y avait un réservoir d'eau qui était en cuivre derrière. Je me rappelle très bien de ce réservoir avec un beau couvercle où donc elle chauffait l'eau pour faire la toilette et aussi pour remplir ce qu'on appelle une bouilloire. Ça vous dit quelque chose encore, la bouilloire? Oui, tout à fait. Qu'elle mettait dans son lit, hein, parce que dans la chambre, il faisait, comme tu dis, 10 ou 12 degrés. Donc, elle mettait la bouilloire dans le lit 1 heure avant d'aller dormir pour chauffer le lit parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Donc, ma grand-mère vivait comme ça, hein. Aujourd'hui, en un siècle, si tu veux, on a pratiquement tout bouffé, hein, tout utilisé, tout gaspillé, je dirais, et on va devoir revenir à des systèmes qui sont pas évidemment comme on a eu il y a 100 ans, mais hein, on ne peut pas continuer à gaspiller comme on gaspille. Et je suis même persuadé qu'il va y avoir des moments où, effectivement, il va falloir qu'on se serre la ceinture, quoi. Le peu qu'on a, le partager, manger la moitié, comme le disait Emmanuel, revenir à des modes de vie beaucoup plus sains, beaucoup plus sobres. Christiane? Oui, moi, ce que je voulais vous dire, j'ai même connu les briques qu'on laissait chauffer sur les fourneaux, qu'on enveloppait dans du papier journal et qu'on mettait dans le lit au pied pour se chauffer les pieds. Ah ouais, même pas la bouilloire, carrément la brique, quoi. Eh Il fallait oui, faire attention de ne pas mettre le feu, quoi, hein, parce non, que, non, fallait pas mettre le feu. Mais enfin, fallait pas non plus se brûler les pieds quand on était enfant. Donc on enveloppait ça dans du papier journal. ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. C'était, hein, ma grand-mère consommait 10 fois moins d'énergie que moi, c'est Ah oui, clair. sûrement. Et puis les gens pauvres dont tu parles, Vincent, pareil, ils consomment beaucoup moins d'énergie que nous. Et quand on regarde, donc on va être obligé de venir à des systèmes beaucoup plus sobres, justement parce que les ressources de la planète sont limitées. Donc là, c'est encore comment est-ce qu'on va sortir du matérialisme? Aujourd'hui, j'arrive à voir. Et je me suis toujours dit, bon, on parle beaucoup du charbon, hein. Le charbon, ça pollue, ça fait de l'effet de serre et tout. Alors les Chinois, les Indonésiens, il y a des pays comme l'Indonésie, c'est pas un pays particulièrement riche, ils ont du charbon. Comment veux-tu? Ils ont besoin d'électricité aussi. Ils ont des centrales électriques qui brûlent du charbon, hein. Eh ben, j'ai vu que 2024, c'est l'année où il y a eu la production record de charbon. En Inde aussi, hein, les Indiens aussi, ils ont du charbon. On va leur dire aujourd'hui, ah ben non, vous ne pouvez pas brûler votre charbon, hein. L'Indien, il vient dire, oui, mais vous, le charbon que vous aviez en Lorraine et dans le Nord, vous l'avez bien brûlé. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas le brûler? On veut bien ne pas le brûler, mais vous nous donnez de l'argent, vous nous compensez avec autre chose, vous venez nous mettre des installations renouvelables ou autres, tu vois. Et tout ça, quand je vois, c'est inextricable. On a déjà du déficit, on a des choses comme ça. Donc, à la fin, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Ils vont continuer à brûler leur charbon encore pendant des décennies, voire des siècles, hein. Et puis, tous les beaux discours des COP jusqu'à, on en est au 24, 25, là, ne serviront à rien, hein, tant que alors le pétrole et le gaz, ça va s'arrêter parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en aura plus pour tout le monde. Le prix va monter, donc ça va s'arrêter tout seul, tu vois. Mais le charbon, voilà, donc on va se retrouver avec 4 ou 5 degrés de réchauffement, hein, et donc avec comment il s'appelle déjà le cyclone là, de Mayotte? Il a un nom, enfin bref. Là, il y avait des vents de 260 km/h, ben, le prochain sera peut-être des vents de 350 km/h. Voilà. Et il va falloir qu'on vive avec ça. Et il y aura des régions entières du monde où on ne pourra plus vivre, où les populations seront obligées d'aller vivre ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les attend avec des bombes ou avec des fusils ou on essaie de leur faire un peu de place chez nous? Enfin bref, il y a plein de choses comme ça où on voit clairement que pour la suite, hein, le monde de régénération, ce ne sera pas un monde de confort matériel. Et que si
on reste dans des positions égoïstes. Ça peut être, l'Anthropocène peut être comme la disparition des dinosaures, la disparition de l'être humain, de la Terre. La Terre, elle se régénérera, il n'y a pas de souci, hein, mais l'espèce humaine peut disparaître, hein, dans les scénarios catastrophes. Mais avec la solidarité, avec la fraternité, avec du partage, on trouvera toujours des solutions, on y arrivera, quelles que soient les difficultés, hein. Et donc, on n'aura pas le choix, on va être obligé d'aller vers ça. Vincent ? Juste encore une petite remarque. Je crois que parler en termes de matérialiste et d'anti-matérialiste, c'est pas bon. C'est comme c'est une façon de stigmatiser ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. On a des besoins. Je crois qu'on aura plus. Ça serait plus riche de parler en termes de besoins, quoi. Je veux dire, se chauffer, même au 19e siècle, c'est encore un besoin, même avant le 19e siècle. Pourquoi? Bah parce qu'après, si on ne se chauffe pas, on a des problèmes de rhumatisme. Moi, je sais que rentrer dans un lit froid qui n'est pas chauffé et humide, il faut déjà pouvoir le faire, hein. Faut être Quand courageux. tu es jeune, ça va, mais avec l'âge, effectivement, on se rend compte Ouais. que ça devient plus dur. Mais on a des besoins en termes. Je crois que ça serait plus intéressant de parler en termes de besoins que de parler en termes de matérialisme et d'antimatérialisme, quoi. C'est Mais tu as raison. faire des catégories qui n'ont pas lieu d'être, quoi. On a des besoins. On a besoin d'être aimé, on a besoin de ne pas avoir froid, on a besoin de manger. C'est plus intéressant que de dire bah, il y a les matérialistes et les antimatérialistes, quoi. Ben, c'est le chapitre qui parle de ça, je pense que c'est dans l'Évangile, c'est le nécessaire et le superflu. Et le nécessaire, c'est les besoins, comme tu dis, hein. Chacun a besoin du nécessaire. Alors c'est vrai que dans ce qu'on considère nécessaire, il y a déjà du superflu, mais hein, ce qui est nécessaire pour moi aujourd'hui, ce n'était pas forcément nécessaire pour ma grand-mère, hein. Mais voilà, il faut qu'on trouve là le juste milieu. Et puis le spiritualisme, il n'est pas anti-matérialiste, hein. Il dit très bien qu'on est dans un corps physique pour évoluer, hein. La matière, c'est l'outil qui permet, qui favorise l'évolution de l'âme. Donc il faut l'utiliser, tout ce qui est matériel, à bon escient. Hein, le spiritisme ne condamne pas la richesse ou la pauvreté, voilà, il encourage plutôt au partage et à donner avant tout l'importance à l'essentiel qui est l'âme. Alors, je viens de regarder l'heure, là, on est déjà 8h20. Je suis désolé, on a un petit peu dépassé, mais c'est très intéressant, hein, c'est des sujets. C'est là où on voit, et puis Kardec, donc, le spiritisme, il est venu il y a 150 ans pour préparer cette suite, qui n'a pas encore vraiment commencé, puisqu'il n'y a que même pas 1% de la population mondiale qui est spirit, voyez. Mais on a déjà tout ce qu'il faut. Dans le spiritisme, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face à ces cyclones, à ces situations difficiles, pour arrêter les guerres, etc., hein. La personne qui comprend, le dominant qui comprend que dans le monde spirituel, sa position dominante sur la Terre, elle sera complètement caduque, hein, que les valeurs là sont complètement différentes, ben, forcément, il va réfléchir à deux fois. Où il est mon vrai intérêt? Est-ce que c'est de dominer temporairement pour ensuite souffrir plus loin, ou est-ce que c'est de trouver le meilleur équilibre maintenant pour évoluer? Donc, c'est le raisonnement, hein, comme il dit, l'intelligence qui nous fait comprendre où est notre véritable intérêt, qui va aussi faire de sorte qu'on comprenne ces choses-là et que l'humanité survivra sur notre planète. Ce qu'on peut dire aussi, Charles, c'est que la souffrance est l'aiguillon qui va faire changer le monde. Le fait d'avoir froid, La souffrance, c'est l'aiguillon qui fait changer les personnes, hein. Oui, les personnes, le monde. Ouais. Le monde, lui, la Terre, je te que dis, elle s'adaptera toujours, hein. qu'on soit pauvre ou riche, par exemple, j'ai fréquenté des gens qui avaient vraiment les moyens, mais souvent il y a une pauvreté spirituelle parce que Elle souffre d'une manière ou d'une autre, hein. Pourquoi il y a une pauvreté spirituelle? Parce que la richesse se fait souvent au détriment de la pauvreté d'autres. C'est des gens qui se targuent d'avoir fait travailler des gens pour refaire, par exemple, leur lieu de vie par des gens mal payés. Et
et la richesse se fait sur la pauvreté des autres. Et ça, c'est un manque de spiritualité flagrant, quoi. Mhm. Kardec, il n'est pas aussi radical que ça. Lui dit, elle est mal partagée, c'est sûr, mais qu'il y ait besoin d'une certaine concentration de moyens pour pouvoir faire des usines, pour pouvoir faire des ponts, des choses comme ça, c'est aussi nécessaire quelque part. Hein. Donc la richesse en soi n'est pas condamnable, c'est l'abus de la richesse. Là, oui, il n'y a pas besoin d'avoir 15 Ferrari. Et tu vois, c'est là où c'est toujours pareil quand ça va trop loin, quoi. La, La la personne confiance, qui est riche, qui investit, qui fait une entreprise oui, pour donner du travail à des personnes et tout, qui les traite bien. Gaudin, par exemple, avec son familistère à Guise, et il y a beaucoup d'exemples. Oui, oui, hein, il y a le bon emploi de la richesse. mais Hein, à l'heure actuelle, comme il y a un paradigme qui est de stigmatiser les pauvres, de dire s'ils sont pauvres, c'est de leur faute, et de dire et de survaloriser la richesse et le pouvoir. On voit bien, hein, Elon Mhm. Musk, les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, on les survalorise alors qu'on dévalorise les gens qui sont pauvres. Mais Et ça, c'est Vincent, pas bien. à ton avis, bon, un jour ou l'autre, Elon Musk ou Donald Trump ou etc., ils vont mourir, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui va se passer avec eux à ce moment-là? Charles, c'est bien de partir après de l'autre côté, de se rendre compte qu'on n'est pas dans quelque chose de juste. Mais c'est aussi dans la matière, c'est aussi sur cette terre qu'on a besoin de faire évoluer la pensée. Et la pensée qui est de dire, moi je vois autour de moi des gens qui sont pauvres, parce que je fréquente des gens qui sont pauvres, et qu'on stigmatise, on leur dit c'est de votre faute. Si vous n'arrivez pas à finir les fins de mois, on ne peut pas vous aider. En gros, vous Vous l'avez n'avez fait pas exprès, quoi. travaillé, vous n'avez pas cotisé, vous n'avez pas ci, vous Voilà. n'avez pas Et, ça. et c'est extrêmement violent. Il y a une violence vis-à-vis des gens qui ont peu, les gens de peu, qui est extrêmement forte. Et Mhm. je suis très sensible à ça. Et j'avoue que Ouais. j'ai beaucoup de mal avec ça. On a déjà des systèmes d'aide sociale, hein, mais il faut les développer encore plus, hein, c'est sûr. Alors, je vois que Christiane, pardon, elle nous a écrit Mène de Biran. Oui, c'est le nom que je J'avais cherchais. scanné en son temps 2 livres de Mène de Biran qui sont sur l'encyclopédie Spirit, enfin, de lui ou sur lui. Je chercherai. Donc Mais sur ce que je, spiritisme.net, vous devez trouver Mène de Biran, les 2 livres que j'ai dû. Parce que quand je l'ai découvert il y a 5-6 ans, bah, je suis allé chercher et effectivement, on ne trouve plus de livres publiés aujourd'hui sur lui, mais on trouve des vieux livres. Et donc j'en avais acheté 2 ou 3, puis je les ai scannés, puis on les a mis sur l'encyclopédie. Ah, c'est super, je vous remercie beaucoup. Mais tu sais, Vincent, je comprends tout ce que tu dis. Moi aussi, ça me fait beaucoup de peine de voir des gens malheureux. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que sur cette planète, pour l'instant, c'est une terre où on vient réparer des choses. Donc, qu'il y ait des malheureux, oui, et il y en aura, parce que tu sais, comme disait Charles, Trump et les autres, quand ils reviendront, ils seront malheureux. Parce que c'est comme ça. C'est la loi. La loi divine, elle s'applique. Nul n'est censé ignorer la loi. Même nous, on le dit ici en tant qu'humains. Et la Et loi bon, de Dieu, elle s'applique aussi. Ce n'est pas mal les juger, ces gens-là. Il faut les aider au maximum parce que c'est faire preuve de charité. et Mais ils en vont même temps, évoluer, hein, ils vont devenir meilleurs, hein. bien sûr, Voilà. On est ils aussi passé par reviendront, ce genre de phase. ils reviendront dans de meilleures conditions. Mais ils ne font que réparer. C'est tout. Alors, on va quand même s'arrêter là, hein, parce qu'il est Oui, déjà 8h30 presque là. C'est très passionnant, mais je pense que c'est bien que ce soit participatif comme ça, même si parfois on sort un peu du sujet. Bon, là, on n'est pas là, on est quand même resté pour voir un peu à quoi sert le spiritisme et vers où il devrait nous mener et qu'est-ce qu'il doit encourager, puisque c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on utilise pour divulguer aujourd'hui, quoi, hein, pour faire comprendre les choses, on va essayer de sortir de cette ornière et faire de sorte que l'anthropocène ne soit pas la fin de l'être humain sur la Terre, quoi. Voilà. Mais je vous propose, donc, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, donc, on verra la suite. Où est-ce que c'est passé? Est-ce que je l'ai fermé? Non, il est là. Voilà.
Donc, on verra justement le spiritisme, définition et but, pour voir un peu qu'est-ce que c'est hein, dans l'introduction. Alors, bon, vous connaissez déjà, mais ça fait rien, c'est toujours, quand on veut en parler ailleurs et tout, c'est bien d'avoir ces bases bien clairement en tête. Voilà, ben écoutez, je vous remercie infiniment. Je remercie aussi tous les bons esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous aider, pour nous inspirer, que nous puissions utiliser toutes ces connaissances, toutes ces pensées pour accomplir notre mission personnelle au mieux, hein, autant du point de vue de notre évolution individuelle que pour aider les personnes qui sont proches de nous dans leur évolution et aider aussi les sociétés à devenir meilleures. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis, je vous dis à lundi prochain, à dimanche prochain. Merci Charles. Je voulais vous dire aussi merci.